Bonsoir, chères étudiantes, chers étudiants, chers membres extérieurs étant venus de l'IHEST ou IHEST, qui vient de l'IHEST. Voilà. En tout cas, merci d'être présents en nombre aujourd'hui pour accueillir notre invitée de cette semaine, qui est évidemment très importante à nos yeux, puisqu'elle nous accompagne depuis de nombreuses années dans toutes sortes de niveaux d'appréciation de l'art, de l'économie, de l'histoire, du politique, évidemment également parce qu'Annie Loucotte, que nous accueillons ce soir, est non seulement professeure des universités à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais c'est une observatrice active de la chose économique et notamment à de nombreux niveaux, puisqu'elle est professeure en histoire de la pensée économique, elle est également chercheure globe-trotteuse mondiale, frénétique, voilà, elle fréquente énormément du reste les pays d'Amérique du Sud. Elle enseigne dans de nombreux cadres internationaux. Elle est également très proche des arts, et c'est pour cela d'ailleurs à ce titre qu'elle est invitée ce soir, parce que non seulement elle a une fibre artistique, mais en plus elle se met à chaque fois en phase avec des expositions, des cadres culturels qui l'alimentent en tant que chercheur. Et je pense que c'est très important de voir à quel point cette notion de transversalité traverse les chercheurs de notre université, en particulier notre amie et collègue Annie Loucotte qui nous rend visite ce soir. Et donc, dans ce cadre qui est très en phase avec les préoccupations du Master international de création, mais également de la relation entre art et management, et aussi, évidemment, pour les étudiants qui pratiquent la création contemporaine à l'École des Arts de la Sorbonne, je pense qu'il est très important qu'on puisse aujourd'hui évoquer un sujet qui est celui des biens communs. Biens communs qui m'ont fait finalement beaucoup plus approfondir ma relation avec Annie Loucotte, puisque lorsque j'étais auditeur de l'IHEST, j'ai découvert cette facette de sa personnalité, qui est de s'intéresser évidemment aux choses communes, mais communes dans le sens des biens communs. Elle va nous en parler dans quelques instants, et réaliser une sorte de lien qui fait un peu la passerelle avec ce colloque que nous organisons le 25 novembre prochain, qui liera photographie et intelligence artificielle, et qui pourra certainement se nourrir de clés. Et notamment aujourd'hui, il sera question de cette relation entre biens communs, donc les biens communs entre algorithme et économie, ce qui risque de devenir très intéressant par le biais de tes mots, Annie Lou. Donc, je te laisse la parole. Merci d'être venu. Merci également de transmettre à nos étudiants cette logique de réflexion. Je vous invite vraiment à écouter le moindre détail, prendre beaucoup de notes et surtout lui poser des questions, beaucoup de questions sur ce qu'elle va vous apprendre ce soir. Merci. Merci Yann. Je suis ravie d'être ici. Je salue les gestionnaires parce que j'ai eu des gestionnaires comme étudiants à Paris 1. J'espère que les artistes, mais les gestionnaires peuvent être des artistes aussi, il y en a beaucoup qui ne le sont pas, vont m'apprendre, moi, des choses. Alors, Yann m'envoie un titre. Vous connaissez Yann, c'est un homme étrange. Il m'envoie, fantasque, il m'envoie un titre qui est les biens communs entre algorithme et économie. Algorithme étant écrit comme ça, pas comme un algorithme, mais comme un algorithme. Donc, j'ai rien compris. Et je me suis dit, bon, algo en espagnol, c'est quelque chose. On ne sait pas très bien. Rythme, c'est ce que vous faites pour les artistes. C'est du jazz, de la musique, des gestes créatifs, de la danse, enfin. Économie, c'est ce que je sais faire. Donc, on va essayer de faire un truc autour de tout ça, mais le titre est particulièrement pourri. Mais ce n'est pas le mien.
Voilà, alors, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps parce que je voudrais qu'on discute, je vais garder des éléments et surtout, je vais être obligée pour vous expliquer ce que c'est que cette notion de bien commun. Je vais faire un peu de théorie, un peu de droit, pas mal d'économie, enfin bon, je vais vous raconter des débats qui ont directement à voir avec la question de l'art, des droits d'auteur, de ce qui se passe aujourd'hui et tout. Donc, quand j'emploie des mots barbares que la théorie économique parfois emploie, vous criez, vous sautez, vous interrompez, vous partez, vous claquez la porte. Enfin, vous me dites que ça ne va pas et qu'il faut préciser. Et je pense que Yann sera le premier à préciser. Alors, je vais organiser cette présentation autour de 4 grands points. D'abord, quelques repères historique. Je trouve toujours que pour ouvrir un débat, revenir à l'histoire, savoir d'où viennent les catégories qu'on va mobiliser, c'est important. Donc, je vais remonter à l'idée de commun au Moyen-Âge. Je ne vais pas en faire beaucoup, rassurez-vous. Ensuite, je vais vous parler de la théorie économique parce que le grand débat sur ce qu'on appelle les communs ou les biens communs a été ouvert en théorie économique entre les années 50, rebond en 68, rebond dans les années 70-80 et aujourd'hui c'est la grande mode. Il y a des textes sur les communs dans toutes les disciplines qui se multiplient. Ensuite, essayer de réfléchir aux enjeux généraux des communs et conclure sur l'art, la connaissance, les innovations comme bien commun. Donc notamment parler un peu de la question d'un débat, je vais remonter, je vais reclore avec un peu d'histoire, la question de débat sur les droits d'auteur. Et donc le débat qui s'instaure un peu au XVIIIe siècle, se développe beaucoup au XIXe siècle et rebondit aujourd'hui, auquel on ne pense pas toujours, puisque pour nous, les droits d'auteur, bah, c'est évident, on est auteur, on a des droits, c'est plus compliqué que ça. On attaque, vous m'interrompez, vous faites des gestes, je ne sais pas quoi, enfin vous trouvez des moyens d'interrompre. Alors, les communs entre droit et morale. Les communs étaient une catégorie très utilisée au Moyen-Âge autour de biens qui pouvaient être utilisés par l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'un bien commun, ce qu'on appelait res communis, faisait partie des objets juridiques qui n'étaient pas des biens patrimoniaux, qui n'étaient pas des biens comme la terre, comme un château, comme des objets. C'était des biens non patrimoniaux ou des biens nuls, hein, des biens qui n'avaient un statut juridique, qui n'étaient pas un statut d'appropriation par l'État ou par le souverain, par le monarque, ni par les individus. Donc, ce n'était pas un bien public. Res, ça veut dire la chose en latin. Res publicae, c'était les choses publiques. Donc, il y avait, voilà, l'armée était un bien public. Et les biens publics, c'était les fleuves, ça appartenait à l'État. Ce n'était pas un bien public, ce n'était pas un bien privé. Donc, c'était quelque chose un peu entre les deux. Alors, ce terme romain va d'abord être repris en Europe dans le droit coutumier britannique, ce qu'on appelle la common law, qui est encore la façon de faire du droit majoritairement en Angleterre, enfin dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, à travers la notion de common lands, c'est-à-dire de terres communes, qui étaient possédées collectivement soit par une entité légale, la couronne, le monarque, le roi, la reine, Élisabeth, c'était un peu plus tard, soit par un propriétaire isolé. Il y avait un code d'Oxford du roi Knut II de Danemark, on s'en fiche. Donc c'était des biens qui pouvaient être utilisés. Par exemple, dans un domaine où il y avait des serres, on pouvait utiliser des pâturages, on pouvait utiliser le four pour faire cuire du pain de manière commune. Et il y avait cette pratique qui était soumise à des règles coutumières. Au départ, il n'y avait pas de règles de loi qui autorisaient les serfs à faire paître leurs ânes, leurs moutons, leurs, je sais pas quoi, des animaux, des trucs
qu'on fait à la campagne et qu'on mange après. Sur les pâtures communes, il n'y avait pas, c'était uniquement des règles coutumières et c'était uniquement au XIIIe siècle que tout ça va passer dans le droit. Donc, ces règles coutumières, elles s'appliquaient à la fois à des biens matériels, ce qu'on appelle le four banal, c'est-à-dire le four commun, et à des droits d'usage, ce qu'on appelle la vaine pâture. C'était la possibilité de mettre des animaux sur un pâturage commun. La coupe, les coupes de bois, la chasse, on avait le droit de chasser un certain nombre d'animaux, on avait le droit de couper du bois pour se chauffer. Donc les biens communs ou les commons ou les communaux peuvent être gérés en partie par les occupants d'un domaine féodal. Il y avait une sorte de contrat entre le propriétaire du domaine et les serfs. Alors en 1215, en Angleterre, ce qu'on appelle la Magna Carta, et en 1225 la Charte des forêts, est signée en Angleterre. Comme on dit en anglais, c'est de la pointe de l'épée, et signé par King John, qui était Jean sans Terre, qu'en France on appelait Jean sans Terre, qui accorde en droit cet accès partagé au commun. Alors en fait, c'était les barons qui trouvaient que les impôts du roi étaient beaucoup trop élevés et qui ont obligé le roi à prendre cette charte, cette grande charte, cette Magna Carta, qui de fait donnait un statut juridique aux serfs qui utilisaient les communs. Alors ça, c'est la Magna Carta là-bas. Ça, c'est King John en train de signer. Et puis ça, c'est un autre, c'est Jean de Hale qui lit à Gand une lettre sur l'attribution des communs. Parallèlement, l'Église, qui était quand même là, le lieu où se faisait le droit beaucoup au Moyen-Âge, l'Église sous la plume de Thomas d'Aquin, qui est un nom que vous pouvez connaître, l'Église catholique donc, va développer une théorie non pas des biens communs, mais du bien commun, du bonus communis, comme une réalité spirituelle, c'est-à-dire ce qui renvoie à la notion de communauté des chrétiens, avant d'être matériel lié à une juste répartition des richesses. Ceux qui ont fait un peu d'histoire des théories économiques savent que Thomas d'Aquin est l'auteur des théories du juste prix, du juste salaire, du juste profit. Donc, je rappelle ça parce que c'est des éléments qu'on va retrouver dans les débats actuels sur les communs, sur les droits de propriété. Cette opposition entre le bien commun qui peut être approprié et les biens communs qui peut être approprié, le bien commun qui a quelque chose à voir avec ce qu'on appellerait l'intérêt général en sciences politiques. Alors, c'est une notion que l'Église catholique va continuer à mobiliser et qu'on va trouver dans ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire 2 encycliques, Rerum Novarum 1891, Quadrigesimo Anno 1931. Et là, elle désigne un ordre social juste, c'est-à-dire un ordre conflictuel lié, c'est l'Église catholique, c'est leur job, à une loi naturelle d'essence divine. Donc, pour l'Église, qui au Moyen-Âge est quand même le lieu où se fait la pensée sur le lien social, sur le contrat social, sur la manière dont les individus vivent ensemble en Europe, pour l'Église, il y a quelque chose, et c'est très important, de naturel dans cette idée de bien commun. Donc c'est une conception très générale, et on va voir qu'encore aujourd'hui, dans les débats actuels sur les communs, c'est une conception qui va ressortir. À partir du XVIIe siècle, tout change. On a un mouvement, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est vos souvenirs quand vous étiez tout petit et que vous n'aviez pas le bac. Est-ce que vous vous rappelez le mouvement, ce qu'on appelle les enclosures en français, enclosures, c'est-à-dire le mouvement où, dans les campagnes anglaises, avec les lois élisabéthaines, on a fermé, on a autorisé les propriétaires à fermer les champs. Donc on a fait, voilà, on a construit des parcelles. Et si on ferme les champs, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de vaine pâture. Donc les pauvres n'avaient plus la possibilité d'aller prendre leurs moutons, leur âne, leur cheval, leur vache, leur bestiole favorite et de la faire paître sur un terrain commun. Donc, avec les enclosures, mouvement d'exode rural, les pauvres sont obligés de quitter la campagne.
Mouvement donc de massification des villes et création d'une main-d'œuvre qui va être la main-d'œuvre des premières manufactures au XVIIe, au XVIIIe et évidemment au XIXe siècle, et le début d'une propriété privée des terres, des forêts, donc le début d'un monde où il n'y a plus de propriété commune, mais on est dans une logique de propriété privée, de développement du marché, puis du capitalisme. Si je vais trop vite, vous me dites. Si je parle de choses que vous ne connaissez pas, vous me dites. Alors, ça, c'est pour l'histoire. La théorie économique, puisque le algo, quelque chose, rythme, le rythme, c'est vous, et l'économie, c'était le titre que Yann m'a donné, la théorie économique va se saisir de cette notion beaucoup plus tard. La théorie économique, depuis, elle ne se constitue en discipline autonome, c'est-à-dire avec ses objets, ses lois, sa logique propre, qu'à la fin du XVIIIe siècle. Et fondamentalement, la question de la théorie économique, c'est qu'est-ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce qui se passe dans une entreprise, qu'est-ce qui se passe du côté de la monnaie, etc. Donc la question des biens publics, la question du rôle de l'État n'est pas au centre des préoccupations jusqu'aux années 50, où un auteur extrêmement prolixe américain, Paul Anthony Samuelson, qui sera le récipiendaire du premier prix de la Banque de Suède à la mémoire d'Alfred Nobel. Il n'y avait pas de prix, ce qu'on appelle maintenant le prix Nobel d'économie, jusqu'à 1969. Donc, Samuelson, étude à Harvard, prof au MIT, qui a touché absolument à tout, publie un papier en 1954, qui s'appelle The Pure Theory of Public Expenditure, où il fait une distinction entre biens privés et biens publics, qui nous paraît évidente, mais à l'époque, on ne le faisait pas. Et il fait une distinction dans des termes qui ont l'air absolument barbares, mais qui veulent dire quelque chose, en termes de rivalité et d'exclusivité. Alors, qu'est-ce que c'est que là? Un bien rival, une ressource rivale, c'est une ressource dont l'usage ou la consommation par un individu empêche les autres de la consommer. Si je prends un café serré au bistrot du coin, si je bois ce café serré, Yann ne peut pas le boire. Il peut essayer de me le voler, il peut y avoir vol, c'est autre chose, mais c'est un bien privé, c'est-à-dire qu'en revanche, si je respire de l'air ou si je bois de l'eau pour l'instant, parce que l'eau, ça va être une question compliquée dans les années qui viennent, mais pour aujourd'hui, si je bois si je me mouille sous la pluie, puisqu'il a plu aujourd'hui, ou si je respire de l'air, ce n'est pas un bien rival. C'est-à-dire que l'usage ou la consommation ne se fait pas au détriment de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un premier caractère. Et deuxièmement, deuxième caractère, l'exclusivité. Si j'achète un poisson rouge, c'est mon poisson rouge. Et donc, c'est mon poisson rouge et je peux faire ce que je veux avec le poisson. Je ne peux pas manger le poisson, ça ne se fait pas de manger les poissons rouges. Mais c'est mon poisson rouge, c'est-à-dire que c'est pas votre poisson rouge, même si vous voulez mon poisson rouge, c'est mon poisson rouge. Donc, l'exclusivité, c'est la propriété qui fait que si vous achetez un t-shirt, c'est votre t-shirt. Donc, je reviens à la distinction du bon vieux Paul Samuelson. Biens privés, les biens privés sont exclusifs. J'achète une paire de Nike, elle est à moi et pas à quelqu'un d'autre. Et les biens publics, public goods, sont non rivaux. Donc, les biens publics, si je marche sur un trottoir, ça n'empêche personne de marcher sur le trottoir. Sauf si je suis très, très, très grosse et que le trottoir est très petit. Mais fondamentalement, sur le principe, tout le monde peut marcher sur le trottoir en même temps que moi. Alors, à travers cette première opposition proposée par Samuelson donc en 1954, la notion de bien commun ou de commun, on dira bien commun ou commun, ça désigne des ressources matérielles ou immatérielles qui sont rivales, c'est-à-dire dont l'usage par un individu empêche l'usage par un autre, et non exclusive, c'est-à-dire que tout le monde peut en profiter. D'accord ? Donc si j'ai une terre,
l'usage par un individu ou un groupe d'individus fait qu'à un moment donné, les autres ne peuvent pas, parce que la terre, elle est épuisée, enfin, elle est occupée. Mais le principe des biens communs est que tout le monde peut en profiter. Donc, les biens communs se distinguent des biens publics. Ce n'est pas de l'eau, de l'air ou une route. Ce n'est pas se distingue des biens privés. Et donc, c'est un objet qui apparaît entre. On ne parlait plus des communs depuis le Moyen-Âge. C'était, les historiens du Moyen-Âge en parlaient, mais ce n'était plus une catégorie théorique, intellectuelle, qui permettait de penser ce qui se passait sur les marchés. Alors, il se distingue aussi, et ça, je vous suggère de ne pas prendre de notes, de ce qu'on appelle les biens de club. Les biens de club, on voit, c'est faible rivalité, forte exclusion. Donc, les biens de club, c'est les biens qu'on peut s'approprier si on fait partie d'un club, je sais pas quoi, d'un club de golf, d'un club anglais, si on fait partie d'une communauté spécifique, on a le droit, un droit d'accès, mais si on en fait partie, si je veux aller déjeuner dans un club anglais, je n'ai pas, d'abord je suis une femme, donc il y en a peu qui m'acceptent, ça commence à changer, mais je n'ai pas accès à ce déjeuner si je ne suis pas membre du club. Donc c'est ce qu'on appelle les biens de club, et d'autre part les biens collectifs, faible rivalité, forte exclusion. Donc, cette catégorie, j'insiste un peu sur ces catégories techniques, vous avez le droit de protester et de poser des questions, cette catégorie apparaît entre, si j'ose dire, différente en tout cas, je préfère différente que entre les biens privés et les biens publics. Les biens communs, donc dès le début, ces premières définitions, résultent d'une appropriation collective ou d'un usage collectif, ou d'une exploitation collective, ou d'un maintien, c'est-à-dire d'un entretien collectif, d'une ressource, et donc renvoie à la nécessité d'une gouvernance communautaire, renvoie à la nécessité d'un accord, d'une discussion. Lorsque une communauté indigène en Amérique latine doit s'occuper de gérer un morceau de forêt ou une clairière dans la forêt, il y a un accord entre eux pour savoir ce qu'on plante, comment on plante, si on laisse la terre se reposer. Et donc, ça suppose, le commun suppose une discussion, suppose une institution spécifique, qui n'est pas le cas si je vais acheter 1 kilo de carottes. Il n'y a pas de discussion. Je vais voir un vendeur de carottes, je dis « Bonjour monsieur, bonjour madame, je voudrais s'il vous plaît 1 kilo de carottes ». On me dit « Très bien, ça fera 4,17 €. Je paye 4,17 €, je pars avec mes carottes et je fais ce que je veux de ces carottes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les carottes? Je peux les manger par exemple. Je peux faire un col, j'aime en boucle d'oreille, voilà. Je pourrais très bien avoir des boucles d'oreilles en carottes. Voilà, j'en fais ce que je veux. Et personne ne me dit c'est pas ce qu'il faut faire. Alors que si on achète de manière commune un champ de carottes ou un tas de carottes, là, il y a un débat pour savoir si on fait de la purée de carottes, des carottes râpées, des boucles d'oreilles, une œuvre d'art, une installation, si on les laisse pourrir pour les jeter sur les professeurs. Il y a un prof qui s'appelle Yann Thomas qui met d'horribles notes, donc jusqu'à la fin de l'année, on le couvre de carottes pour qu'il soit tout orange et donc dénoncé à la vindicte estudiantine. Voilà, donc gouvernance communautaire, et on va voir que c'est un point tout à fait essentiel. Ça va? C'est pas trop rapide? Alors, donc les communs impliquent une définition de la propriété, non comme une appropriation. Mes carottes aujourd'hui, je me les approprie en les achetant, mais comme un droit d'usage. C'est pas du tout la même chose. Alors, j'ai un droit d'usage sur les carottes quand je les ai achetées. Pourquoi j'ai pris cet exemple des carottes? Il est idiot. Je peux prendre des sushis puisque j'ai une clé USB en sushi. Voilà, c'est pareil. C'est une question de droit d'usage et de droit d'usage collectif. Ce que Proudhon, ça vous dit quelque chose? Proudhon, socialiste du 19e siècle, ce qu'on appelait les socialistes utopiques, qui publie un ouvrage qui s'affiche qu'est-ce que la propriété, dont la première phrase est, ça a été très discuté, très débattu par Marx notamment, la propriété c'est le vol. Voilà. Et là on commence à avoir le débat
sur les droits de propriété sur les biens communs. Donc, Proudhon, il dit, il y a des biens qui peuvent faire l'objet d'une propriété, mais la propriété, c'est le vol. C'était un anarchiste, c'était la base de beaucoup de théories anarchistes ou de ce qu'on a appelé le socialisme utopique. Mais une possession, il appelle ça jus ad rem, on s'en fiche, une possession, c'est-à-dire quelque chose qui est possédé, ça peut être possédé individuellement ou collectivement, mais ce n'est pas ce droit de propriété qui est un droit d'exclusivité. J'achète un livre chez Compagnie en face de la Sorbonne, rue des Écoles, c'est mon livre, je peux le couper en morceaux, en faire une œuvre d'art, le brûler, le lire, le mettre dans ma bibliothèque, le donner, je peux faire ce que je veux. C'est un droit de propriété. La possession, c'est autre chose. La possession, ça désigne le type de relation qu'on peut avoir avec, par exemple, une œuvre d'art. Parce qu'on va arriver aux œuvres d'art, soit on l'achète et on la met chez soi, on la garde, soit c'est plus compliqué. Et ce sera plus compliqué. Donc, ce qui est intéressant dans ces premiers débats au XIXe siècle sur les communs, débats sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, c'est que les communs, c'est pour ça que j'ai commencé en faisant un peu de droit, même si vous devez trouver que le droit est une matière terriblement austère. Le droit, ça va désigner le type de relation qu'un individu a avec un objet ou une ressource. Et ce qui est intéressant, c'est que les biens communs, ils ne sont pas naturellement communs. Une terre, une forêt, n'est pas naturellement commune. Une forêt peut être, regardez ce qui se passe au Brésil, où on vire toutes les communautés indigènes pour planter d'horribles choses, genre du soja. Une forêt, je peux l'acheter et en faire ce que je veux, la brûler, la détruire, couper tous les arbres, faire ce que je veux, ou au contraire replanter, ou en faire un sanctuaire pour les fourmis ou les marmottes. Il faut que ce soit en haute montagne. Enfin, bon, c'est trop compliqué. Une forêt n'est pas nécessairement un commun. Donc une forêt, on peut se dire, il y a des problèmes de climat, il y a des problèmes de biodiversité, il faut gérer les forêts de manière collective, ou je peux acheter une forêt et en faire ce que je veux. Donc ce n'est pas la nature de la forêt qui fait que c'est un commun. Ce n'est pas la nature de l'eau, ce n'est pas la nature de l'air, ce n'est pas la nature de la terre, ce n'est pas la nature d'une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, qui fait que c'est un commun. Donc, les communs sont construits comme des communs, sont construits socialement. Il y a un accord, il y a une discussion. Dernier point sur ces premières définitions, les communs peuvent désigner des objets, des biens, des ressources extrêmement hétérogènes. Elles peuvent être naturelles, les terres communales, les forêts de haute montagne, les rivières. Ça peut être des ressources matérielles, des systèmes d'irrigation. Ça peut être des ressources immatérielles, les logiciels libres, la science, l'art. Vous suivez? Vous vous ennuyez pas? Qui dort? Quelqu'un dormait tout à l'heure? Bon, ça va, il s'est réveillé. Alors, renouveau du débat sur les communs. En 1968, il y a un biologiste qui est ni juriste, ni économiste, ni artiste, je ne sais pas quoi, plutôt libéral et conservateur, qui, dans la revue Science, qui est quand même une des grandes revues scientifiques, publie un article sur The Tragedy of the Commons, la tragédie des communs. Et il soulève la question suivante: si on traite un bien commun comme un bien privé, ça conduit à sa surexploitation et donc à sa dégradation, à sa destruction. Freedom in a commons bring ruin to all. La liberté sur un bien commun apporte la ruine à tout le monde, la ruine de tous. Alors, selon Harding, l'argument peut être fondé sur les 3 exemples qu'il développe dans son article. Premier exemple, c'est pour ça que je vous ai parlé du pâturage au Moyen-Âge, un pâturage commun, ouvert à tous, où, écrit-il, on peut s'attendre à ce que chaque éleveur essaye de mettre le plus de bétail possible sur les terrains communaux. Donc il y a un terrain commun au milieu d'un village, et tout le monde va essayer, plutôt que d'utiliser sa propre terre, donc où les animaux vont manger de l'herbe
pas quoi, enfin, vont manger des ressources qui appartiennent à l'éleveur, il va dire, je vais utiliser le bien commun. Donc tout le monde va faire la même chose, jusqu'à ce que le pâturage soit saturé, c'est-à-dire que l'herbe ne puisse plus pousser. Chaque éleveur, dit-il, en tant qu'être rationnel, cherche à maximiser ses gains, et en poursuivant son intérêt propre, il continue d'ajouter des animaux sur la pâture. Le pâturage devient infertile et provoque la ruine de tous. D'accord ? Donc, si on a un bien commun, si on est dans l'hypothèse qui est celle de Harding et qui est celle de l'Amérique des années 68, les individus vont essayer d'en faire de grappiller le plus possible. Deuxième exemple, qui n'est pas aussi, désagréable comme attitude que l'exemple du pâturage, la massification des visiteurs dans les parcs nationaux américains. Il y a quelques endroits à Paris où effectivement on a des hordes de touristes et le plaisir de la visite dans certains musées, dans certaines expositions, dans certains monuments historiques, est largement obéré par la quantité de gens qui continuent à y aller avec ces cars qui déversent des touristes qui font Paris en 3 jours avant de faire ces villes et de faire Londres. Les parcs nationaux américains ont été créés dans l'entre-deux-guerres, comme vous savez, par les premiers écologistes, si j'ose dire, pour préserver de la biodiversité, préserver des espaces, interdire les parcs nationaux en France aussi. Moi, je fais pas mal de haute montagne. Les parcs de haute montagne, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de construire des maisons, on n'a pas le droit d'ajouter des villages, et on laisse la nature, on laisse les chamois, les marmottes, voilà, les glaciers. Le glacier, ils fondent, mais enfin, ils sont quand même encore là. On laisse tous ces espaces. Le Mont Blanc en est un très bon exemple. On laisse ces espaces sans les dégrader par une activité humaine. L'idée est magnifique, tout le monde vient voir, tout le monde veut monter sur le Mont Blanc. Résultat, le Mont Blanc est en train de se dégrader. Vous avez vu que depuis 2 ans, il y a, pour aller faire le Mont Blanc, comme les gens disent, il faut maintenant s'inscrire et il y a un nombre maximum de gens. C'est la même chose pour les calanques de Marseille, où il faut s'inscrire. On ne peut pas aller dans les calanques parce qu'il y avait beaucoup trop de monde qui détruisait les calanques, qui détruisait la ressource. Dernier exemple, la pollution des mers et la disparition des espèces animales et végétales qui y vivent. Donc, thèse de Harding très fort, les communs sont une catastrophe, et donc il y a 2 possibilités. Ruin is the destination toward which all men rush, each pursuing his, on ne disait pas his or her à l'époque, own best interest in a society that believes in the freedom of the commons. Donc, son idée, c'est que le commun conduit, le système des communs, le système juridique, le système institutionnel des communs conduit à la ruine, et qu'il y a 2 possibilités. La nationalisation à laquelle il ne croit pas parce que c'est un libéral pur et dur, ou la privatisation. Donc, pour sauver les calanques, privatisons-les. Pour sauver les parcs naturels américains, privatisons-les. Ou rendons-les étatiques avec des règles d'usage fixées par l'État. C'était une position très républicaine, très conservatrice, très libéral au sens économique du terme, et apparaît sur la scène académique et presque politique un personnage absolument magnifique qui travaillait sur les communs depuis longtemps, qui est une femme, qui sera la première femme à avoir le prix de la Banque de Suède en économie à la mémoire d'Alfred Nobel, donc ce qu'on appelle couramment le prix Nobel d'économie, qui s'appelle Elinor Ostrom. Donc Ostrom va critiquer Harding et démolir Harding en disant les exemples qu'il prend ne sont pas des communs. Ce ne c'est pas. Les communs supposent que les individus n'obéissent pas à leur intérêt propre, supposent que les éleveurs, évidemment, ne vont pas rajouter des vaches, des moutons, des chèvres, des lapins, des je ne sais pas quoi, si la ressource est en train de s'épuiser, suppose un accord. Et donc, à partir de la critique de Harding, elle va construire, et à partir de ses expériences, je vais vous parler de Elinor Ostrom, Lynn Ostrom, pendant un certain temps, elle va construire une théorie des communs qui est la théorie actuelle des communs. Alors ça, c'est dans un livre qui s'appelle Governing the Commons, The Evolution of
Institutions for collective action, les mots sont importants. Donc, gouverner les communs, l'évolution des institutions pour l'action collective. Et c'est le moment où les théoriciens, à la fois en théorie politique ou en philosophie politique et en théorie économique, se posent la question de l'action collective. Donc pas seulement un individu qui a un budget et qui doit choisir entre un bien alpha, un bien bêta, des carottes et des pommes de terre, et choisir et rationaliser ses choix, ou un producteur qui a un budget et qui doit choisir entre acheter du travail, du capital, de la technologie, mais commencer à se poser la question de la manière dont les individus se coordonnent, ce qui est une question basique, mais que la théorie économique ne se posait pas. Alors, selon Ostrom, ce qui différencie, mais je vous ai déjà donné, j'ai gâché, je vous ai donné la fin du film au début, j'ai gâché. Ce qui différencie un bien commun d'un bien public tient à l'institution, c'est-à-dire au fait que les biens communs font l'objet d'un choix négocié des utilisateurs, soit à un niveau global, soit à un niveau local. Et donc, cette négociation va produire des règles d'utilisation, des modalités d'utilisation que les différents utilisateurs vont être tenus de respecter. Et donc, on retrouve ce droit coutumier du Moyen-Âge où il y avait, pour les pâtures, pour la chasse, pour la coupe de bois, il y avait un accord entre les différents utilisateurs sur qui a le droit, je ne sais pas quoi, si on avait plus d'enfants, on avait peut-être le droit de ramasser plus de bois, ou si on avait plus d'enfants, on avait peut-être le droit de faire paître plus de poulets ou plus de lapins. Je ne suis pas sûre que les poulets paissent, ni les lapins, je ne sais pas comment on dit. Je n'aime pas la campagne, je n'aime que les villes, sauf la haute montagne. Quoi ? Non, j'aime pas les animaux génétiquement modifiés. Non, je n'aime que... Mais la haute montagne, c'est noir et blanc, c'est comme les villes. J'aime pas la Normandie, je me tais. Donc, critique virulente de Ostrom à l'égard de Harding, pour qui les individus sont motivés par leur intérêt, ne communiquent pas entre eux, n'ont pas de culture partagée, n'ont pas de lien de confiance, n'ont pas de futur commun et agissent comme des brutes, comme dans certaines sociétés libérales contemporaines. Je cite Lynn Ostrom, le pâturage du scénario de Harding n'a pas de vraie délimitation, pas de règles de gestion, pas de sanctions pour en prévenir la surexploitation, pas de communauté d'usagers définie. Ce n'est pas un commun. Donc ce n'est pas la tragédie des communs, c'est la tragédie de Garrett Hardin. Alors, qui est cette Madame Ostrom ? Madame Ostrom est une femme qui est à la fois politiste, politologue, économiste, anthropologue, et qui, en 1973, avec Vincent en français, son mari, Ostrom, fonde dans un trou perdu, Bloomington, Indiana, qui est une petite fac, fonde un Center in Political Theory and Policy Analysis, qui veut dire centre en théorie politique et analyse de politique publique, enfin de mesures politiques au sens de la vie de la cité, la police grecque. Et c'est ce qu'on a appelé the Ostrom Workshop, c'est-à-dire qu'assez rapidement, il y a un certain nombre d'étudiants, de chercheurs, qui viennent travailler avec eux et qui vont faire des enquêtes appliquées, ils vont aller sur le terrain, ils vont théoriser une méthodologie expérimentale en disant, voilà, tout ce qu'on raconte sur la manière dont se comportent les communautés indigènes, la manière dont sont gestés les biens, nous, on veut voir comment les gens font. Et donc, ils vont envoyer des équipes dans des endroits, ça c'était Elinor Ostrom jeune, avec une étudiante et Vincent Ostrom. Et donc, ils vont aller dans différentes institutions internationales. Ils vont aller voir les prairies et les forêts de haute montagne à Torbel en Suisse. Je ne sais pas où est Torbel, j'ai vu des photos. C'est des montagnes suisses, comme il y a des montagnes, c'est les Alpes. Ils vont aller voir des communautés villageoises au Japon, notamment à Hirano, Nagaike, Yamanaka. Ils vont aller voir des systèmes d'irrigation à Valencia, Murcia,
Orihuela, Alicante. Ils vont aller en Espagne voir comment on gère des systèmes d'irrigation. Ils vont aller voir des systèmes d'irrigation encore et des systèmes de pêche aux Philippines, des systèmes de récolte de caoutchouc en Amazonie, des systèmes de gestion des terres communales en Éthiopie. Donc ils couvrent le monde entier, enfin, un certain nombre de pays. Et ils vont rester à chaque fois, là, je crois qu'elle est habillée avec, je ne sais plus où elle est, dans quel pays elle est, là elle prend des notes, et là, je ne me souviens plus où j'ai trouvé les photos dans le... Donc, le workshop va envoyer, je ne sais pas si vous avez été, si vous allez à Lyon, il faut absolument voir le musée du cinéma des Frères Lumière, et donc les Frères Lumière, comme plus tard Albert Kahn, envoyaient des cinéastes, des opérateurs, filmer des séquences à travers le monde, et ils vont faire la même chose. Simplement, ils font de l'anthropologie, de l'économie, de la philosophie politique. On ne sait pas très bien comment ça s'appelle, mais ça n'a aucune espèce d'importance. À partir de ces expériences, Elinor Ostrom va proposer une théorie des communs qui vaut la peine qu'on s'y arrête, parce qu'il y a un certain nombre de règles qui font réfléchir quand même sur notamment les pratiques qui sont les vôtres et dont on va discuter tout à l'heure. Premièrement, les usagers du commun se connaissent entre eux, ce qui n'est pas le cas des agents économiques sur un marché. Si vous allez dans une grande surface pour acheter une brosse à dents, théoriquement, vous ne connaissez pas les autres acheteurs, vous ne connaissez pas la jeune femme, c'est souvent des jeunes femmes qui est à la caisse, vous ne connaissez personne. Vous achetez, voilà, la brosse à dents, elle va vous coûter 7,92 € et vous allez donner 7,80 €. Donc là, les usagers du commun se connaissent. Ils connaissent les deux inconvénients qu'il y aurait à faire des choix individuels vis-à-vis du commun. Premièrement, les résultats de ce choix seraient inférieurs à ceux qui leur seraient procurés par une stratégie coordonnée. C'est un peu la réponse à la tragédie des communs de Hardin. Deuxièmement, la ressource commune pourrait être détruite. Autre réponse à la tragédie des communs. Troisième règle, il en résulte un processus organisé de construction du commun. Rappelez-vous, je vous ai dit, les communs, ce n'est pas naturel. Donc, on construit un commun en tant que commun. Donc, construction du commun par un système de règles institutionnalisées, d'appropriation raisonnable et raisonnée de la ressource commune. Quatrièmement, ces règles sont fixées par les utilisateurs au terme d'un processus de négociation et ont pour fonction de limiter leurs actions. Donc, ont pour fonction de faire qu'on n'a pas, si on a une pâture commune, pour reprendre cet exemple, on ne rajoute pas des vaches de manière indéfinie. Alors, je cite, elle spécifie par exemple combien d'unités de ressources un individu peut s'approprier, quand ou comment elles peuvent être appropriées, ainsi que les contributions en termes de main-d'œuvre, de matériel ou d'argent. Les unités de ressources seront alors allouées de manière plus prévisible et plus efficace, et le système de ressources sera maintenu dans le temps. Donc l'idée, c'est vraiment cette négociation pour maintenir ce système de ressources. La règle dominante est celle du consensus, et les représentants pour cette négociation d'un niveau à l'autre sont choisis par consensus. Donc il n'y a pas de système d'élection, c'est un consensus. Les règles de gestion peuvent être organisées le long de différents niveaux institutionnels, c'est-à-dire que les règles de gestion, si vous prenez un fleuve aux États-Unis, ça peut concerner les communautés villageoises qui sont autour du fleuve, ça peut concerner les mairies, ça peut concerner le niveau l'équivalent en France, ce serait le département, la région, etc. Donc, les règles peuvent concerner plusieurs juridictions, plusieurs systèmes institutionnels, locaux, régionaux ou nationaux. Je m'arrête avec le 8e. Les utilisateurs sont les seuls à être légitimes pour fixer les règles et les sanctions et pour les faire appliquer. Ces règles doivent faire l'objet d'une forme de reconnaissance de la part des autorités centrales ou gouvernementales. Donc, ce n'est pas seulement un petit groupe qui gère ces trucs dans son coin, c'est une négociation aussi. Je ne sais pas si vous avez étudié, quand vous étiez minuscule, vous avez étudié Roosevelt et le New Deal, le Tennessee Valley Authority, TVA, où il y a eu des négociations pour faire un barrage sur le Tennessee entre les villages, les villes, le gouvernement, différents
Et ce processus est un processus d'apprentissage en permanence revisité. Dans les exemples étudiés par le Ostrom Workshop, les règles de gestion des pâturages communs en Suisse vont différer selon les alpages, selon les conditions de sécheresse et de pluviométrie de l'année, selon la taille, le nombre d'utilisateurs, etc. Donc il y a en permanence une rediscussion et c'est à travers ces discussions, cet usage, cette autolimitation que va se constituer une communauté. Donc le grand point pour Ostrom, c'est que la construction d'un commun, c'est pas seulement la construction d'un commun, c'est-à-dire d'une ressource et la manière de l'utiliser, mais c'est la construction d'une communauté. Alors, c'est la première femme à recevoir le prix Nobel. Ça, c'est elle s'habille en, je sais pas quoi, je sais pas d'où ça vient, mais enfin bon, elle montre que elle s'habille comme les communautés qu'elle a étudiées. Ça, c'est l'endroit, je ne suis pas allée au Vincent and Eleanor Ostrom Workshop, maintenant ils sont morts tous les deux, et donc il y a, je pourrais vous donner ça si vous voulez, il y a les motivations de son prix. Alors, j'essaye d'avancer un peu, parce que je me rends compte que je suis trop lente. Vous m'interrompez s'il y a des choses que je ne comprends pas. En gros, la thèse de Ostrom, elle constitue une double alternative à deux débats extrêmement importants en théorie économique et repris par les politologues, les philosophes, etc. à l'époque. Premièrement, les modèles de comportement collectif. Alors, à l'époque, il y avait trois grands modèles de comportement collectif. Un dont on a parlé, la tragédie des communs de Hardin. Deuxièmement, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous, de vous, oui. Les autres, est-ce que le dilemme du prisonnier, la théorie des jeux, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez vu Un homme d'exception, ça s'appelle en français. Le film sur Nash? Oui? Non? Biopic sur John Nash? Rien? Bon. Alors, théorie des jeux, ça vous dit rien? Théorie des jeux, c'est un formalisme, c'est-à-dire une manière de mettre en forme. Quoi? Pardon? Lusinga. Je ne sais pas. Jamais entendu parler de Lusinga. Je ne connais pas. Non. Non, mais ce que je sais, c'est que John Nash ou Albert Tucker, Tucker c'est le petit monsieur là-haut, Nash c'est l'objet du biopic, à partir d'un livre publié en 1944 par von Neumann et Morgenstern, deux Europes centrales. Morgenstern était autrichien et Neumann était je ne sais pas d'où, qui travaillait à Vienne, qui doivent partir aux États-Unis parce qu'ils étaient un peu socialistes, un peu juifs, et que c'était assez désagréable, même très socialistes et très juifs, et que c'était assez désagréable d'être à Vienne dans ces années-là. Donc ils partent aux États-Unis, ils font un livre qui s'appelle Theory of Games and Economic Behavior, théorie des jeux et comportement économique. Jusque-là, la théorie économique et la théorie politique, pour une grande part, pensaient les comportements des agents en termes de la relation entre un individu et un objet. C'est-à-dire, je veux produire une brosse à dents ou je veux acheter une brosse à dents. Je veux produire un bien alpha ou acheter un bien alpha. Là, on va intégrer la relation avec l'autre. C'est-à-dire, je vais faire un choix en fonction de ce que je pense que l'autre joueur va faire. Vous avez tous joué, quand vous étiez petit, à pierre, feuille, ciseaux. Qu'est-ce qui se passe dans pierre, feuille, ciseaux? Vous décidez de jouer pierre. Vous pouvez gagner si l'autre joue ciseaux, vous pouvez perdre si l'autre joue feuille, et vous pouvez être nul si l'autre joue pierre. Donc votre choix ne va pas déterminer le résultat de votre action. Il va falloir que vous inventiez, que vous réfléchissiez à ce que l'autre va faire. Et on a tous passé des heures en se disant « Oh là là, il se gratte le nez, donc il va faire ciseaux. Il se touche l'oreille gauche, il va faire... » Enfin bon, on avait 7 ans, je ne sais pas quel âge on joue à ça, mais enfin, on n'était pas très vieux. Et on essayait d'inventer des stratégies sur ce jeu parfaitement stupide qui nous a quand même pris un certain nombre d'heures de vie dans les cours de récré. Théorie des jeux, c'est ça. C'est-à-dire que j'intègre à ma décision d'action ce que je pense que l'autre va faire. D'accord? Donc la théorie de l'action collective, c'est ça. Si je pense que l'autre va mettre beaucoup de bétail sur mon commun, je vais mettre beaucoup de bétail ou aller lui casser la figure ou le tuer.
ou tuer ses vaches. Si simplement je suis toute seule, je peux en mettre beaucoup, au contraire être altruiste et dire il ne faut pas que j'épuise le truc, donc je mets 3 vaches et les autres je les mets dans mon champ à moi. Ça c'est la théorie des jeux avec un dilemme du prisonnier. Je peux vous raconter, si ça vous amuse, on laisse ça pour les questions, sinon je vais utiliser les 2 heures pour bavarder. Troisième, la logique de l'action collective, Mancur-Olson. Mancur-Olson, c'est le petit monsieur qui est là. Ça, c'est Samuelson, c'était l'auteur de Bien privé, bien public. Donc ça, c'est Nash, ça, c'est Albert Tucker. Ils étaient à Princeton, c'est à Princeton que tout ça se passe. La logique de l'action collective, c'est la théorie qu'on appelle du passager clandestin. En gros, l'idée, c'est s'il y a des grands groupes, il y a des passagers clandestins. C'est-à-dire, il y a des gens, tout le monde va payer un impôt pour faire une route, puis quelqu'un ne va pas payer l'impôt, mais utiliser la route. Tout le monde va payer pour aller, je suis sûre que la moitié d'entre vous sautent les barrières pour prendre le métro. Vous êtes des passagers clandestins. C'est-à-dire que les autres payent quelque chose pour entretenir le métro, et les passagers clandestins utilisent le métro sans payer. Donc c'est un problème, et du coup Mancur-Olson dit voilà, la solution ce sont les petits groupes, ce qui est un peu la thèse de Ostrom. C'est les petits groupes. Sur un petit groupe, on contrôle les gens. Si vous êtes dans un syndicat de copropriété et que vous êtes 10 dans l'immeuble, vous savez qu'il y a un copropriétaire qui, je sais pas quoi, qui fait pipi dans l'escalier, par exemple. On sait qui c'est et on va finir par lui dire que c'est pas bien du tout. Deuxième alternative, la conception des communs comme des biens publics gérés par l'État. Et on voit bien que chez Ostrom, c'est pas le bon niveau. C'est pas l'État à Washington qui peut régler la question de la gestion d'un lac dans l'Indiana, puisqu'elle était à Bloomington. Alors, j'essaye d'arriver vite à l'art. Cette construction des communs va se développer beaucoup, va trouver des relais, par exemple dans le système anglais qu'on appelle la fiducie, et va notamment trouver une série de relais du côté de la gestion des biens environnementaux, depuis que les préoccupations sur l'environnement et l'écologie deviennent centraux. Alors la gestion fiduciaire, ça veut dire qu'on ne supprime pas la propriété privée, on ne soustrait pas un bien au marché, mais il y a un système de règles qui fait qu'il y a une gestion collective d'un bien donné. Nouvelle conception du lien social, c'est toujours mon ami Ostrom. Nouvelle conception du... Elle est marrante en plus, elle est rigolote. Nouvelle conception du lien social, c'est-à-dire qu'on voit que pour les scientifiques, pour les politologues, pour les artistes, pour les économistes, pour les historiens, pour l'ensemble des chercheurs qui essayent de réfléchir au dépassement de cette représentation de nos sociétés avec les individus et l'État, qui essayent de penser des institutions intermédiaires, la notion de commun est tout à fait centrale. Blablabla, blablabla. Alors, arrivons à la seule chose qui vous intéresse, parce que jusque-là, c'était très ennuyeux. L'art et la connaissance comme commun. Alors, il y a une différence avec les communs dont j'ai parlé, c'est que les biens communs de l'art et de la connaissance, ils sont non rivaux et non exclusifs, c'est-à-dire que non seulement leur utilisation n'épuise pas ces biens, enfin, sauf si on va casser une œuvre d'art, mais si on regarde une œuvre d'art, ça n'épuise pas la capacité qu'auront les autres à regarder, ou si on utilise une œuvre d'art. Donc ça n'en prive pas les autres utilisateurs. Donc ce n'est pas un bien public parce qu'il n'y a pas de gestion publique, c'est une question qui est posée aujourd'hui et qui est renforcée par le développement des ressources numériques, de ce qu'on appelle les collaborative commons ou les creative commons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la production d'œuvres d'art est une production qui se situe entre l'appropriation privée. Il y a évidemment un marché de l'art ou un marché des brevets, des technologies privées. Il y a évidemment des marchés publics, mais la plupart des œuvres d'art, regardez la musique que vous écoutez, vous ne la payez pas comme quand on achetait un disque, elle
elle n'est pas non plus gratuite. Il y a la question des droits d'auteur. Donc on a autour de ce cadre général de la théorie des communs tout un espace de réflexion nécessaire et toute l'obligation, si j'ose dire, pour vous, de construire institutionnellement un accord collectif dans une communauté qui peut être une communauté nationale ou internationale sur la question des œuvres d'art, la question d'une performance, de la musique, de la photographie, de tout ce que vous voulez. Alors, il y a un auteur, je vais passer vite, s'appelle Jeremy Rifkin, qui a théorisé ça, mais je voudrais revenir, parce que je pense que ça vous concerne plus, à la question des brevets et de la protection des droits d'auteur. J'ai été toujours frappée lorsque je parlais avec des jeunes artistes par le fait que pour eux, les droits d'auteur, il y avait d'un côté le fait que c'était très bien que tout soit en accès libre, et puis en même temps que les droits d'auteur, moi c'est mon œuvre, donc j'ai le droit d'avoir des droits d'auteur. Le débat est beaucoup plus compliqué. Alors le débat est plus compliqué. Les droits d'auteur, ils ont été inventés au XVIIIe siècle pour protéger les auteurs. Donc pour faire que les auteurs ne dépendent pas seulement des commandes étatiques. Molière était payé par le roi, et si le roi ne voulait plus financer sa troupe, la troupe s'arrêtait. Donc, premièrement, il s'agissait d'assurer une rémunération aux inventeurs et aux artistes. Deuxièmement, la question de la propriété de ces biens particuliers est une question qui n'était pas du tout réglée à l'époque. Donc ces biens étaient à la fois le produit d'un travail individuel, lorsque, à la fin de l'année, en master, j'imagine que vous allez faire une œuvre, c'est vous qui la faites, mais vous la faites en utilisant toute une série de ressources communes, toute une série de techniques communes, toute une série d'industries. Il y a eu un grand débat sur les daguerréotypes. Vous avez tous été voir Paris Photo, j'imagine. Il y avait une très jolie exposition, vous voyez les premiers daguerréotypes qui étaient... Vous n'avez pas été voir Paris Photo et vous êtes dans ce master, mais vous faites quoi ici? Pas ça. Bon, alors, dans ce débat, en gros, je vais quand même un tout petit peu m'arrêter là-dessus. Tu me dis si je suis trop longue, mon Yann. Donc ça va. Je ne veux pas être très très longue. Dans ce débat, il y a deux thèses, il y a deux conceptions. Il y a John Locke, ça vous dit quelque chose? Philosophe anglais, début 18e, bon, peu importe, 17 sous. Il y a une thèse à la Locke. Locke, en gros, la conception de Locke, c'est que le droit de propriété est considéré comme un droit naturel dont chacun dispose sur le travail. Locke justifiait le droit de propriété, notamment en disant, voilà, je suis un individu, je travaille, donc je fabrique des pommes. Je plante un pommier, je cultive mon pommier, je taille mon pommier, j'arrose mon pommier, je ramasse les pommes. La pomme m'appartient naturellement parce que c'est un droit, c'est mon travail qui a créé la pomme. Donc vous faites un tableau, une installation, une performance, une interprétation d'une pièce de Boogie Woogie ou de Jean-Sébastien Bach ou d'un opéra, peu importe, une photo, enfin, une œuvre quelconque, cette œuvre vous appartient parce que c'est vous qui l'avez faite. Et donc, la position de quelqu'un que vous connaissez peut-être parce que la loi Le Chapelier a été très discutée pendant la Révolution française, d'un des parlementaires, tiens, il y a déjà quelqu'un qui s'ennuie, d'un des parlementaires qui s'appelle Le Chapelier pendant la Révolution française, était la suivante, je cite, « la plus sacrée, la plus inattaquable, la plus personnelle de toutes les propriétés est l'usage fait de la pensée d'un écrivain. » Donc l'idée est que la création est vraiment un travail. À la limite, vous faites du pain. Bon, le pain, il est plus ou moins bien. Mais quand vous créez, c'est vraiment votre création. Et là, c'est une propriété naturelle, donc qu'il faut protéger. Base de la thèse libérale que tous les économistes et tous les politiques libéraux du XIXe siècle vont défendre autour de l'idée d'auteur. Les auteurs sont pleinement propriétaires de leurs œuvres, c'est un bien, la possession de leur œuvre, la propriété, de leur œuvre est un droit inaliénable, donc il est normal que leurs enfants, leurs petits-enfants, et ainsi de suite jusqu'aux
pendant les siècles et les siècles, touche des droits d'auteur sur les romans de Balzac, Stendhal, qui vous voulez. Majorat littéraire, Proudhon, je vais en parler après. C'est le titre d'un bouquin de Proudhon. Deuxième position, la position utilitariste. Jérémie Bentham, philosophe utilitariste, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, qui raisonne en termes d'utilité individuelle, certes, mais en termes d'utilité collective, en termes de ce qu'il appelle le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Et la thèse utilitariste consiste à soumettre le droit de propriété à l'utilité sociale de l'usage d'une œuvre. En d'autres termes, si je passe de l'art au médicament, on voit bien qu'un médicament essentiel pour les pays du tiers-monde ont une utilité sociale et qu'on ne peut pas simplement être sur la propriété privée du laboratoire qui dit « moi je vends la dose de 100 €, alors que la dose, le prix de revient de la dose est déjà amorti et ça pourrait coûter 2 €. » Donc, deux thèses. La propriété naturelle ou l'utilité sociale. Et ce qui est très intéressant, c'est que du côté des économistes, quelqu'un comme Léon Walras, alors Léon Walras était socialiste, Walras, il est où mon Walras? Il est là-haut. Quelqu'un comme Jules Dupuy était du côté de l'utilité sociale. Et donc, véritable débat, la propriété intellectuelle doit être envisagée sous l'angle de l'utilité sociale de l'œuvre, quelle que soit l'œuvre. Ça peut être une innovation, ça peut être une œuvre artistique. Donc l'idée est que la création se fait dans un contexte collectif. Et c'est là qu'on a beaucoup discuté. Vous voyez ce que c'est que les daguerréotypes? Daguerre, bon voilà, c'était le premier principe de la photo, c'est pas ça qui donnera la photo, mais c'était la première chose. Et donc, l'idée, c'est qu'il utilisait des connaissances en chimie, il utilisait des industries très différentes, et puis il a eu cette idée, et puis on a fait des reproductions, qui étaient notamment, dont certaines étaient présentées à Paris Photo. Donc, dans cette optique, il y a une nécessité de limiter le droit de propriété intellectuelle d'un auteur sur son œuvre pour verser les créations dans le domaine public. Voilà. Alors ce débat, il va rebondir, être très théorisé par Walras, qui pose les questions suivantes qui peuvent se poser pour ce que vous allez faire de votre vie. De votre vie en ce moment. Peut-être que vous finirez par vendre des choux-fleurs sur les marchés. Ça vous regarde. La question centrale pour la création artistique pose la nature de la propriété. Est-ce qu'une œuvre d'art peut être appropriable? Un sac de pommes de terre peut être appropriable. Est-ce qu'une œuvre d'art peut être? Qu'est-ce que c'est que la richesse intellectuelle? Comment donner une valeur à une œuvre d'art? Comment l'échanger? Comment fixer des règles qui font qu'on peut se l'approprier? En d'autres termes, ça c'est les termes de Walras, est-ce que c'est ce qu'il appelle de la richesse sociale? C'est-à-dire, est-ce que c'est un bien ou un service qui est à la fois utile et limité en quantité? On se dit que, je sais pas quoi, une toile de Picasso est utile parce que une quantité de gens ont plaisir à la voir et elle est limitée en quantité puisqu'il y en a un seul exemplaire, même si elle est reproduite, ce qui est une autre question. Deuxième question, si la richesse, entre guillemets, intellectuelle ou artistique est un bien, est une richesse sociale, est-ce qu'on peut avoir un droit de propriété sur elle? Selon Walras, le travail n'est de la richesse sociale que s'il est utile et limité en quantité. C'est sa définition. Et donc, le capital intellectuel, ça c'est pour le travail intellectuel, donc il dit le travail intellectuel doit être rémunéré. Mais le capital intellectuel a deux aspects. Il fait partie de ce qu'il appelle le fonds commun des idées. Et donc aujourd'hui, vous n'allez pas, à la fin de cette année,
faire les mêmes œuvres que vous auriez faites il y a 30 ans. Parce que vous avez eu des cours qui vous parlent d'art contemporain, parce que vous avez été voir des expositions, parce qu'en permanence, voilà, dans la rue, sur les réseaux sociaux, vous voyez des œuvres avec des préoccupations qui dépassent d'ailleurs la technique artistique. Je sais pas quoi, le statut des femmes, par exemple, a changé en 30 ans. Et ça va travailler votre manière de faire une œuvre à la fin de cette année, ou aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cet objet? Et donc, Walras dit, mais il y a deux éléments. Il y a de la propriété individuelle et de la propriété commune. Donc, il est contre le monopole des œuvres. Le droit d'auteur ne doit pas être le monopole du producteur d'une œuvre, mais il est pour la nécessité de rémunérer le travail intellectuel ou le travail artistique, c'est-à-dire d'avoir une convention avec la société qui permette d'exploiter son œuvre comme un monopole pendant un temps limité et ensuite de le jeter, si j'ose dire, dans le domaine public. Alors ça a donné naissance à tout un débat sur le copyright, la société des droits d'auteur et l'établissement d'une règle internationale sur les droits d'auteur qui est en train d'être revue, revisitée, rediscutée avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour d'Internet, autour de la numérisation et autour de la circulation des œuvres d'art. Nous pourrons en discuter pendant la discussion. Je passe vite. Donc, ce sont ces débats qui ont amené 3 chercheurs qui étaient surtout en informatique, à créer l'association Creative Commons, qui vaut la peine d'être un peu juste passée en revue rapidement, parce qu'ils proposent des licences qui ont 4 clauses qu'on peut marier. On peut en prendre une et pas les 3 autres, on peut prendre les 4, on peut les marier entre elles, qui sont attribution, l'attribution, c'est-à-dire l'obligation faite aux utilisateurs des œuvres de créditer l'auteur initial, de la manière dont il le demande. Donc, si Orlan s'appelle, je ne sais pas comment s'appelle Orlan, mais supposons qu'elle s'appelle Marie Durand, Simone, voilà. Si Orlan s'appelle Simone, Orlan, elle a envie que ses œuvres soient créditées comme Orlan et pas comme Simone. Non-commercial, interdiction de tirer un profit commercial de l'œuvre sans autorisation de l'auteur, qui se réserve l'exclusivité des droits d'exploitation commerciale et de leur cession à autrui. Non-derivative work, l'auteur utilise la reproduction et la diffusion de l'œuvre originale uniquement si un utilisateur veut la modifier ou intégrer une partie. C'est le sampling, c'est ce que font les disc jockeys tous les soirs dans les boîtes de nuit que vous fréquentez. On ne peut l'intégrer à une autre œuvre, on ne peut pas l'intégrer sans l'autorisation de l'auteur. Et share alike, l'auteur utilise la reproduction, la diffusion et la modification de l'œuvre originale à condition que les utilisateurs publient toute adaptation sous la même clause, sous les mêmes conditions que l'auteur original. Et puis enfin, seul l'auteur a le droit de signer un contrat. Donc, moi j'ai regardé sur le site, on prend un auteur quelconque, et on nous dit ça, vous êtes libre de partager, copier, distribuer, transmettre cette œuvre, d'adapter, de modifier cette œuvre, sous les conditions suivantes, paternité, attribution, et partage à l'identique. Alors j'ai tapé un bonhomme au hasard, et ça donne ça. Il y a des flux, c'est bizarre. Voilà, c'est tout. Merci. Passionnant, passionnant. Merci beaucoup, Anilou. Merci pour ta contribution et surtout merci pour ces rappels qui sont plus que des rappels, je dirais, théoriques ou historiques ou économiques ou liés à une spécialité, mais je pense que ce sont des rappels qui sont propices à vous aider à avancer dans vos propres directions de travail. Et tous ces éléments-là, puisque justement tu évoquais Elinor Ostrom, visent à l'action. C'est-à-dire donc on est dans la théorie, mais en fait, tu es une femme d'action
et tu fais bouger les frontières de beaucoup de choses, puisque bon, d'ailleurs, on s'est rencontrés dans des conseils politiques de l'université, mais finalement, ils deviennent poétiques quand on se rencontre, parce qu'on ne faisait plus du tout ce pour quoi on était là. Voilà, exactement. Voilà, ça devient poétique à partir du moment où on s'en occupe ensemble. Et voilà. Et alors donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que si tu nous donnes des clés, des éléments à utiliser dans le cadre de nos pratiques respectives, eh bien nous devenons équipés et actifs et acteurs finalement, parce que nous pouvons aller dans le monde entier, traverser toutes les frontières possibles et travailler sur la rencontre et la création, créer, déployer une forme de créativité ou de création qui soit subjective et à certains moments collective. Bref, on entrecroise les subjectivités pour atteindre un niveau de compréhension du monde qui est le nôtre, mais qui peut être également celui des autres, qu'on va comprendre parce qu'on traverse ces frontières et qu'on essaye de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc c'est vraiment magnifique d'avoir toutes ces clés. Évidemment, il faudra absolument qu'on puisse partager certains éléments. Tu nous autoriseras peut-être à faire passer ce PowerPoint, éventuellement, parce qu'il y a énormément d'éléments. Et puis, je crois que toutes les cultures qui sont présentes également à travers cette assemblée auront été sensibles à cet état d'esprit, qui n'est pas un esprit, voilà, qui n'est pas un état d'esprit enclos dans une histoire, mais au contraire qui convoque une multiplicité d'histoires. Donc, tu n'en sais rien. Quelles sont les questions? Je suis Baudor. Quelles sont les questions? Donc, on commence tout de suite. Ça les a ennuyés. Voilà. Ouais. Une question. Monsieur ne pose jamais de questions. Je suis vraiment curieux. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment pour ce beau discours très bien ficelé et très clair d'ailleurs et enrichissant. Est-ce que vous me recevez bien? Alors, là, j'avais des rebondissements de tout genre, mais il faut que je résume un peu. Ça m'a fait penser aux galères du géant de la bande dessinée Alan Moore avec les maisons d'édition de l'époque, en fait, des années 70-80, en fait, ce qui l'a obligé de rompre avec son médium préféré, la bande dessinée d'ailleurs, parce que c'est eux qui se sont appropriés. Puis il y avait il a aussi cette vision anarchiste qu'il partage avec Proudhon, qui dit voilà, en fait, c'était de la propriété volée, ce qu'ils m'ont fait. Et ils ont fait des réadaptations, pardon, je bafouille ce soir, cinématographiques de ce que j'avais fait et qui n'a rien à voir. Et puis il n'avait même pas autorisé qu'ils mettent son nom sur les films. Du coup, tout c'est pas complètement réglé en fait en termes de protection de l'auteur aujourd'hui. Ça m'a fait penser aussi à Donatello qui avait dit à un commerçant dans le marché, je ne sais pas où est-ce que je l'avais lu il y a des années, mais je l'ai cherché partout. D'ailleurs, si vous connaissez la référence, dites-moi. Il avait en fait répondu à une question d'un marchand de fruits. Il lui avait demandé en fait si je fais 3 mois de récolte et que ça coûte une telle somme quand je vends toute ma récolte, toi quand tu fais 1 mois de boulot pour une statue, on te donne combien? Et puis en comparant le résultat, il était choqué. Donatello lui avait dit que bon, toi tu peux pas en fait, tu peux rien faire, tu peux que vendre tes pommes de terre par exemple, mais moi en fait dans une seconde je peux détruire 1 mois entier de travail. Du coup, pour faire un retour à ce que vous venez de dire, en fait, soit il faut détruire l'œuvre ou même ne pas se confronter à elle. Il y a ce statut de l'œuvre artistique qui est très, disons, fétichisant de nature, de par sa nature.
L'œuvre intellectuelle, moi je ne suis pas artiste, mais quand on écrit, c'est la même chose. Ou quand on prépare un exposé sur les communs artistique dans le sens général du terme. Mais ce que je voulais poser comme question, c'est plutôt comment vous voyez... mince, ça m'est complètement sorti de la tête. Bon, je reviens dessus, désolé. Voilà, en fait, j'ai constaté à quelques reprises que des idées qui me viennent à l'esprit, que je n'ai pas réalisées, ont été déjà réalisées partiellement par quelqu'un d'autre. Des idées, en fait, en termes pictural, en fait. Même pas l'idée d'une installation, grosso modo, non, vraiment, les éléments picturaux ont été déjà passés dans la vision d'une autre personne ailleurs, dans un autre pays. Il s'était fait ses œuvres. Et puis, en fait, comment est-ce qu'on peut diriger, quand on peut réaliser une espèce de consensus quand il y a cet échange un peu spectral, un peu quantique, qu'on ne peut pas contrôler, en fait. La première personne qui fait la chose, si arrive à mettre un sceau et privatiser pour soi-même, c'est mort. Si tu es la deuxième personne, mais que tu fais un truc un peu différent, comme ça a été déjà privatisé, on va dire que bon, tu as fait du plagiat. Il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a d'une part un phénomène général. Il y a un des fondateurs de la sociologie des sciences aux États-Unis qui s'appelle Robert Merton, qui était prof à Harvard et qui a utilisé le terme de découverte multiple, multiple discoveries, pour des idées, c'est-à-dire dans une discipline, la discipline que je connais un peu parce que je l'ai étudiée plus, je ne dis pas que c'est celle que je préfère parce que ça m'ennuie un peu l'économie, mais je la connais. Il y a eu, fin 19e siècle, on a complètement changé la manière de raisonner et on est passé, je m'adresse à vous deux, vous êtes les seuls à savoir ça, au raisonnement marginaliste, voilà, au calcul marginal. Et j'explique pas ce que c'est, on s'en fiche, je peux si ça vous amuse, mais on fera ça au bistrot après. Et donc ça, c'était dans plusieurs pays en même temps. Et vous avez ça en sciences en général. Il y a un très joli livre sur la création des quantas en physique théorique qui montre qu'il y avait ce truc dans l'air, il y avait des questions qu'on n'arrivait pas à résoudre et il y avait plusieurs équipes qui travaillaient dessus. Et puis voilà, Niels Bohr a emporté le morceau, si j'ose dire. Donc on a cette idée de découverte multiple. Ce qui vient renforcer le caractère qui est très intéressant pour les artistes ou pour les écrivains, enfin c'est des artistes, ou pour les intellectuels en général, le caractère collectif de la création. Lorsque vous, je ne sais pas ce que vous faites comme art les uns et les autres, lorsque vous travaillez sur un projet, vous avez l'impression que vous y mettez tout, que c'est votre inconscient, papa Freud est mobilisé, papa Lacan arrive par-dessus, vos amours, votre histoire, votre papa, votre grand-père, les odeurs, les trucs, les pays, les expériences, les malheurs, tout est là et c'est vous, c'est votre vie. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Il y a en même temps 10 personnes qui font la même chose, avec une autre histoire, avec d'autres souvenirs et d'autres choses. Pourquoi ? Parce que la forme, parce que la manière d'écrire, parce que la manière de peindre, parce que la manière de faire est dans l'air du temps, est collective. Non seulement est collective, mais empreinte à du discours un peu politique, un peu empreinte en arts picturaux à la musique, en danse à l'opéra ou en danse aux mathématiques. Et donc, il y a quelque chose comme ça, cette idée de découverte multiple, j'aurais envie de la généraliser pour ce que vous dites. Et évidemment, alors, il n'empêche qu'on a de temps en temps un auteur, un artiste ou une artiste qui cristallise ça. Voilà, je veux dire, Donatello, ou je sais pas quoi, Da Vinci, a cristallisé quelque chose à un moment donné de manière plus frappante que les autres. Mais on sait très bien qu'il y avait des quantités de Da Vinci qui faisaient du Da Vinci à l'époque,
Et voilà, je veux dire, Mozart avait Salieri en face de lui. Bon, mais Mozart, voilà, il avait un truc quand même. Bon, il avait un truc, mais c'était dans l'air du temps. S'il n'y avait pas eu la musique d'avant, si son père n'était pas musicien, ses frères n'étaient pas musiciens, s'il n'avait pas été traîné dans les cours où il écoutait des concerts, où il regardait comment les autres jouaient, enfin, s'il n'y avait pas eu tout ça, il n'aurait probablement pas fait ce qu'il a fait. Donc il y a, je reviens à mon idée des droits d'auteur, il y a une dimension collective dans ce geste. En plus, pour vous, vous êtes en master, donc ça va être le premier gros truc que vous allez faire, et vous avez vraiment l'impression que c'est votre bébé unique, magnifique, sublime, somptueux. Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout. C'est un truc complètement collectif, et complètement collectif. C'est quelque chose qui s'inscrit dans un contexte, et c'est pas simplement vous. Alors, c'est vous qui n'aurez pas dormi pendant 15 jours avant de terminer, parce qu'il faut le rendre à telle date. Mais voilà, c'est tout. Ça répond à la question ? Oui, ça répond, mais est-ce que vous pensez que c'est dirigeable quand même si on met une limite temporelle pour les droits d'auteur c'est un peu ce que fait, c'est pour ça que je vous ai parlé de cette association. Je ne veux pas faire de la pub sur cette association. Ça m'a amusé parce que j'ai cherché, j'ai tapé Yann Thomas et je suis tombée, mais il a mis que c'est Tour Eiffel, il n'a rien mis d'autre. D'autres questions ? J'aimerais quand même citer, puisqu'on est dans l'état d'esprit des Creative Commons, la copyleft attitude, avec tout le travail qui a été développé par Antoine Moreau, donc, qui est un artiste français, plasticien, qui, à un moment donné, a décidé de s'investir dans cette... Alors lui, il est maître de conférence en théorie de la communication à Valenciennes, je crois. Et il a développé depuis des années donc, ce qu'on appelle la copyleft attitude. Et le copyleft, qui est donc le contrepoint du copyright, qui donc ne referme pas les choses sur une idée ou sur un objet, mais laisse ouvert l'objet. Mais par contre, on va identifier toute la chaîne des personnes qui ont contribué à cet objet. On saura qui a créé le premier cet élément, et cet élément est enrichi à tel moment, et est enrichi à tel autre moment, et toute cette chaîne va être quantifiée, observée, identifiée par le biais de l'informatique. Et je te présenterai Antoine qui t'expliquera peut-être mieux dans l'état d'esprit. Je citais la question du mouvement des femmes ou du mouvement MeToo. Enfin, je veux dire de tout ce qui se passe autour depuis Monsieur 53 le plus. Un des grands révolutionnaires du XXe siècle est Monsieur Pincus. Est-ce que vous savez qui est Monsieur Pincus ? 1953. Inventeur de la pilule. Ça a bouleversé le monde entier. On a des femmes qui conduisent des bus dans les pays les plus pauvres. Ça a tout changé. Donc, la possibilité de maîtriser sa fertilité pour les femmes a complètement changé le monde, a changé les rôles entre hommes et femmes. Donc, on a féminisme version 1, féminisme version 2, féminisme version 3. On ne peut pas faire une œuvre d'art sans avoir ça en background, en truc derrière. Donc, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on dit le wokisme, c'est horrible, et je fais des trucs classiques, et je suis pour la famille, papa, maman, bébé, cato, un papa, une maman, la manif pour tous, ce genre de trucs. Ça les regarde. Ils vont faire un certain type d'œuvre d'art. Et si on est plutôt d'un côté un peu plus progressiste quand même, on va aussi... Je veux dire, il y a un certain nombre... Donc, c'est pas de l'art, les manifs féministes. Les filles qui veulent garder un droit pour l'avortement dans un certain nombre de pays où il est menacé, c'est pas de l'art, c'est un mouvement social, mais ça concerne toute une société et ça va évidemment traverser le travail artistique. Ça va traverser. Tu te balades, tu vas voir des ballets, tu vas voir des opéras, tu vas voir des mises en scène de théâtre. Le statut des femmes ou les histoires de MeToo sont très souvent là. Et ça, tu ne peux pas l'attribuer. C'est pas Madame Machin, comédienne, qui a dit « Ouh là là, il y a un méchant producteur qui m'a obligée à lui faire des choses que je n'avais pas envie de faire pour me donner un rôle. » C'est pas ça. Donc, quand je dis que tu peux pas... Alors, tu peux, ce que tu peux, c'est... Il y a quelqu'un qui a eu l'idée de... je sais pas quoi, Marcel Duchamp a eu l'idée de faire un certain nombre de choses et puis ça a été reproduit. Ça, tu peux. Mais tu ne peux pas
ou les surréalistes, ou les dadaïstes, etc. Mais tu peux pas attribuer ces éléments. Et alors c'est la même chose pour l'industrie pharmaceutique, pour les open data, pour tout ce qui se passe du côté du numérique. C'est pas un bonhomme ou une école. C'est une société, un air du temps, un moment historique. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre discours. Moi, j'avais une question, justement, vous avez parlé de master du mémoire, etc., que c'est, entre guillemets, bien collective. Et en fait, c'est pas mon premier master, j'ai déjà fait la formation. Et pendant ma première formation, en fait, on avait beaucoup de questions, justement, à propos de nos droits d'auteur sur notre travail du mémoire. C'était en quoi ? C'était un master d'histoire de l'art. Oui. Donc, en fait, ça se fait un peu d'une autre manière que le master d'art plastique. Et donc, par exemple, nous, pour le master d'histoire de l'art, on se servait plutôt tout ce qui était des archives, donc pas des livres en général, parce qu'en fait, on travaillait sur les sujets qui étaient inédits, entre guillemets. Et donc, est-ce que les professeurs ont le droit de s'en servir de nos recherches sans nous mentionner si notre travail n'était pas rendu public? Donc, ça veut dire qu'il n'était pas publié, par exemple, sur les sites, quel que ça soit, ou que notre mémoire n'était pas déposé dans les archives. Est-ce que c'est légal? Parce qu'en fait, justement, on avait beaucoup de questions par rapport à cette situation. Évidemment, c'est quelque chose qui est en train d'avancer. Moi, je fais partie de la commission d'éthique de Paris 1. Et on a des trucs sur la protection des données personnelles quand il y a, par exemple, des enquêtes sociologiques où on demande aux gens leurs pratiques sexuelles ou s'ils sont racistes. Il ne faut pas qu'on puisse les reconnaître. Enfin, je veux dire, bon, donc la protection des données personnelles, mais il y a aussi ces histoires de plagiat. Pour l'instant, il y a une déontologie. La déontologie, c'est que non, évidemment, on cite. Enfin, je veux dire, ça me paraît, moi, complètement évident. Et on pousse, moi, je sais que mes étudiants, que ce soit pour les mémoires de master ou pour les thèses, ils sont déposés sur HAL, sur HAL. Mais oui, évidemment, il y a des... Bon, alors, et puis, il y a aussi une manière de citer. Moi, je connais des textes où on dit « Il faisait beau ce matin, comme l'a écrit machin », et ensuite suivent 10 pages complètement pompées du machin qui est cité, pour un détail absolument ridicule. Donc oui, il y a ça. En même temps, il y a aussi le cas, on ne va pas être caricatural, il y a le cas où le professeur donne les idées, donne l'accès aux archives, donne l'intuition, donne le cadre, etc. Et si lui, il travaille là-dessus, s'il a retravaillé, il est en train de travailler ou il travaille après, ce sont ses idées. Donc ce sont des choses très délicates. Non, c'était plutôt la situation que, en fait, c'était des étudiants étrangers qui ont travaillé sur le sujet de leur pays. Et en fait, les directeurs de recherche, ils n'avaient pas forcément la possibilité d'accéder aux archives. Et donc, en fait, parce qu'ils ne parlaient pas la langue déjà, c'est la première chose. Deuxième chose, parce que c'est loin, ça coûte cher, etc. Et donc, je connais personnellement des cas comme ça que, en fait, les directeurs de recherche, ils s'en servaient vraiment du travail de ces étudiants, pourtant que ce n'était pas rendu public. Ce sont d'affreux personnages. Ce sera ma réponse. Non, je veux dire, ça se fait pas. Enfin, moi, je sais pas quoi. C'est pas compliqué de mettre une note de bas de page en disant je fais fond sur le travail de Monsieur Machin, Madame Machin, et de citer le titre du mémoire. Même si le mémoire n'est pas déposé, c'est une manière de. Mais ça peut être sur les traductions, ça peut être sur beaucoup de choses. Donc, si c'est simplement dire et comment est-ce qu'on dit un chat en anglais et qu'un étudiant anglophone dit cat. Bon, c'est pas la peine de citer en disant je remercie Madame Machin de m'avoir dit qu'un chat, surtout que Dippel fait ça très bien. Mais quand c'est vraiment une thèse ou un matériau, oui, bien sûr. Ça, ensuite, mais c'est en train de progresser. Il y a beaucoup de chartes de déontologie sur le plagiat qui circulent en ce moment dans les organisations internationales, dans les organisations professionnelles, académiques, etc. Oui, je voulais simplement rappeler aussi que lorsqu'on fait soutenir un master ou une thèse, il y a un document qui est distribué à la candidate, au candidat, savoir s'ils acceptent que la dite production soit publiée, rendue publique, accessible ou non. Et nous-mêmes aussi, nous avons la possibilité de dire c'est pas possible, on peut pas voir ça accessible. Évidemment, s'il y a 3 pages de texte original et le reste avec ChatGPT ou avec, bien que ça soit de moins en moins détectable, ou avec des copier-coller qu'on retrouve, voilà, qu'on appelle plagiat, parce qu'on a des outils de moteur de recherche, etc. Mais en fait, ce que j'aimerais rappeler, c'est l'état d'esprit quand même de l'université.
c'est la question de l'universalisation des savoirs. C'est-à-dire qu'on est là aussi, on est chacun une pierre de l'édifice, d'un édifice qui n'est peut-être pas forcément, n'est qu'un édifice de paille, mais en même temps, c'est un édifice, c'est l'humanité. Donc on va disparaître et il y aura cette petite pierre, cette petite paille qui sera arrivée, qui peut-être à un moment donné permettra à un gros fagot de mettre en place quelque chose d'utile. La paille, le fagot, c'est parfait, la pierre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, c'était pas très inspirant, mon affaire. Tu parles, Charles. Oui. Attendez, je pense qu'il faut prendre un micro parce qu'ils ne vont pas vous entendre sinon. Oui, bonsoir. Merci pour votre intervention. C'était intéressant. Moi, je suis intéressée parce que je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, mince, ça va être un cours d'économie. Et en fait, je trouve que ce dont vous parlez, le fond, si j'ai bien entendu, c'est plutôt sur le rapport de l'individuel et du collectif. Et donc, c'est beaucoup plus large que le problème du partage d'un bien commun. Pour moi, je l'ai entendu au fur et à mesure de votre présentation sur le partage au sens large. Comment on se situe, comment on gère ensemble à tous les niveaux, quoi. Politiquement, comment faire quelque chose collectivement, qu'est-ce qui prime, est-ce que ça va être l'intérêt individuel ou général, et comment trouver le bon équilibre. Donc je trouve que c'est assez riche comme question. Donc je n'ai pas une question à vous poser en particulier, c'est plutôt que je trouve que votre sujet, le bien commun, c'est quelque chose de très ouvert et qui nous fait réfléchir sur la façon dont on fonctionne ensemble et sur aussi ce qu'on peut essayer d'imaginer ou de construire. Parce que je ne connaissais pas du tout cette femme que vous avez citée, qui a eu la première femme qui a eu le prix Nobel d'économie. Et j'ai trouvé que dans la présentation que vous aviez faite, c'est les principes qu'ils ont déclinés, ça s'applique à tout ce qui pourrait s'apparenter à une gestion collective, de bon sens, et qui soit en dehors des sentiers battus, enfin quelque chose de créatif. Voilà, oui, tout à fait, mais vous avez complètement raison. Donc, mais d'ailleurs, Elinor Ostrom, elle était politiste, donc elle faisait de la science politique ou de la philosophie politique, elle était anthropologue, elle était économiste, elle a eu un prix Nobel d'économie parce que les économistes ont commencé à beaucoup s'intéresser à cet espace que sont les biens communs qui posent un certain nombre de problèmes formels, enfin, d'intégration à la discipline. Mais vous avez complètement raison. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'idée que construire un commun, une ressource ou un bien comme commun, c'est construire une communauté avec des règles de négociation. Il faut inventer tout ça. Et c'est pour ça qu'elle a été dans des communautés villageoises à travers le monde où ces ressources rares étaient gérées comme des ressources communes. Et c'est pour ça que je suis remontée au Moyen-Âge, où c'était ça quand même. Je veux dire, les serfs étaient très pauvres, et il y avait un four, et il fallait savoir qui pouvait cuire le pain, quand, comment, etc., etc. Donc c'est toujours la même question, qui n'était pas du tout pensée, qui en fait n'était assez peu pensée par la sociologie, assez peu pensée par la science politique, assez peu pensée par l'économie, qui était pensée par la philosophie dans des termes très abstraits, qui était pensée par les anthropologues. Quand on lit Lévi-Strauss, il y a des choses sur la gestion des communs, même si ce côté structuraliste, il recherche des lois générales qui sont beaucoup moins empiriques que la démarche du workshop de Ostrom, mais c'est quand même un objet un peu nouveau, et avec la crise du climat, enfin la crise environnementale en général, c'est d'une actualité fantastique, parce que là, on est au niveau mondial, et c'est des questions de gestion de l'eau, de gestion de la mer, de gestion des sous-sols, de gestion de mes chers glaciers, etc., etc. Bonsoir. Oui. Je me demandais quel lien ou quelle différence justement il peut y avoir entre les termes bien commun et patrimoine. Un patrimoine est possédé par un individu.
On peut parler de patrimoine de l'humanité, le patrimoine français, le patrimoine européen. Le patrimoine, juridiquement et économique, dans les disciplines qui utilisent ce terme, non pas comme métaphore, le patrimoine est possédé par un individu ou un groupe, une famille ou je ne sais pas quoi. Mais le patrimoine fait l'objet d'une propriété qui peut être individuelle ou collective, mais qui potentiellement peut être individuelle. J'entendais, je ne sais pas quoi, en me lavant les dents l'autre jour, un reportage sur un châtelain qui a décidé... Non, c'est quelqu'un qui me racontait cette histoire. Il y a un type qui a hérité d'un château et qui a décidé de fermer la forêt, de faire une chasse, de fermer la forêt, donc d'interdire la forêt aux randonneurs, ça faisait partie de sentiers de randonnée, aux randonneurs, je sais pas quoi, enfin, il y avait toute une série d'accès collectifs, c'était exactement la question de gestion d'un commun, mais c'était son patrimoine, donc il disait non, maintenant je ferme, et il y a tout un débat, une mobilisation, mais tout ce qui concerne l'environnement, c'est la même chose. Donc il y a l'idée, c'est un patrimoine de l'humanité, mais l'humanité n'a pas de droit de propriété. Un patrimoine, il y a... Théoriquement, ça vient de père. Hein. C'est le père qui avait le droit de propriété sur la famille, qui avait d'ailleurs un droit de propriété sur ses enfants, ses esclaves et ses biens. Il n'y avait pas seulement les biens. Soit on dit patrimoine, c'est simplement une ressource, et on ne s'interroge pas sur le statut de propriété. Ce qui m'a intéressé, moi, dans les débats, et encore, je vous ai donné un dixième de ce que j'aurais pu vous raconter sur les débats du 19e siècle sur le droit de propriété, ce qui m'a intéressé, c'est justement... Comment on fait pour un certain nombre de biens qu'il y ait un droit de propriété sur cette écharpe? Voilà, je l'ai achetée dans une boutique et elle est à moi et c'est pas très compliqué. Si c'était un médicament rare que je m'étais approprié entièrement en privant des autres, c'était plus compliqué. La plupart des biens que nous consommons, vous êtes tous habillés, vous avez des lunettes, vous avez du shampoing et du savon. Enfin, oui, a priori, oui, je pense. Voilà, mais il y a des patrimoines il y a des patrimoines immatériels, il y a des idées, je sais pas, la démocratie, mais la démocratie, c'est pas un patrimoine. Ce n'est un patrimoine que métaphoriquement. La démocratie, c'est un système extrêmement fragile qui a 4 siècles et qui peut être rapidement menacé. Mais on ne peut pas l'acheter. C'est un commun. Oui, alors j'avais une petite question. Enfin, en fonction, on a parlé du Mont Blanc tout à l'heure au niveau de la, donc pour pas la restauration, mais pour faire en sorte que ces lieux communs ne soient pas dégradés plus que nécessaire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une volonté au niveau législation ou peu importe, de généraliser le fait de protéger ces lieux-là en installant des quotas, etc. Ou est-ce qu'on attend que ça arrive quand même parce que à un moment assez critique. Ça se fait au cas par cas. Ouais, c'est pour ça que j'ai cité les 2 cas que je connais. C'est le Mont Blanc. Alors, je pense que ça va s'étendre à d'autres glaciers parce que comme les glaciers fondent et que tout d'un coup, il y a une mode de la haute montagne. Moi, quand j'ai fait de la haute montagne, c'était un peu comme ça, un peu sommaire et un peu... Voilà, ça se méritait. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile, donc beaucoup plus de gens viennent, etc. etc. Donc, en haute montagne, il y a des mesures de protection. Et les calanques de Marseille, il se trouve que j'étais l'été dernier dans les calanques, c'est la première année, donc ça fait 2 ans que les calanques de Marseille, il faut être inscrit et ils refoulent les gens qui viennent soit par bateau, soit par voiture, soit à pied, qui n'étaient pas inscrits. Donc ils ont un quota de je ne sais pas quoi, on a le droit d'avoir 100 personnes, 200 personnes, je ne sais pas combien, par jour. Donc pour l'instant, ce sont des mesures locales, mais la résistance, moi j'ai assisté dans les calanques le Mont Blanc m'intéresse pas, je fais de la haute montagne dans les trucs moins bateaux, c'est devenu un boulevard, mais le boulevard difficile, mais un boulevard quand même, mais dans les calanques, moi j'ai assisté à des gens qui hurlaient en disant mais je suis en vacances, je fais ce que je veux. Donc cette idée de protection. Et c'est vrai que l'exemple de Hardin, il y a eu beaucoup de littérature sur les parcs nationaux américains. Moi, j'ai beaucoup été aux États-Unis et dans les parcs nationaux, effectivement, il y a des parcs nationaux où il y avait des gens les uns derrière les autres, comme dans certains musées en haute saison. Bon, et donc,
là, il y a il y a une tentative, mais il n'y a pas de réglementation générale. C'est très difficile de réglementer. Enfin, là aussi, c'est comme les communs, c'est-à-dire que c'est un accord local qu'il faut faire respecter. Sur les calanques, ça va dépendre. On n'a pas besoin d'avoir un quota pour les calanques l'hiver. C'est vraiment juillet-août, quoi. J'avais juste une dernière. Est-ce qu'on peut revenir sur le dilemme du prisonnier? Vous avez dit que vous alliez en reparler, comme je ne sais pas. Alors, dilemme du prisonnier, c'est de la théorie des jeux. Alors, je ne vais pas vous faire un petit schéma avec une crèche, si vous voulez. L'histoire, c'est ça. Vous avez alors en anglais, on dit des criminels. Bon, 2 types qui volent des pommes. 2 malfaiteurs, en fait. 2 personnes arrêtées par la police. Et la police les met dans 2 salles séparées et leur dit la chose suivante. Il faudrait que je fasse une matrice de gain quand même. Il faudrait que je dessine. Leur dit la chose suivante. Soit tu dénonces l'autre et voilà, je peux faire ça. Bon. Alors. Ouais, mais il faut leur apprendre comment on fait une matrice de gain. Bon. Donc, on a dénonce, ne dénonce pas. Dénonce, ne dénonce pas. Donc, on a Jules et Octavie. Ou alors, les femmes ne sont pas des criminels. Jules et Octave. Ce sont les mecs qui font des choses horribles. Les filles sont parfaites. Donc, Jules et Octave. On dit à Jules, soit tu dénonces Octave, et Octave te dénonce. Donc, on a dénonce, dénonce. Et dans ce cas-là, tous les 2, vous faites 12 ans. Moins 12, 12 ans de prison. Soit tu ne dénonces pas Octave, mais Octave te dénonce. Dans ce cas-là, Octave, il sort, 0, donc il est libre, et toi, tu fais 20 ans de prison. J'exagère les chiffres. Soit, donc ensuite, c'est la même chose, Jules dénonce Octave qui ne dénonce pas, Jules y sort et Octave y fait 20 ans de prison. Soit Jules ne dénonce pas Octave, Octave ne dénonce pas Jules, mais on n'est pas sûr, donc allez, ils font 2 ans de prison ou 6 mois de prison. Allez, on va faire 1 an de prison chacun. J'invente les chiffres, ce n'est pas les chiffres initiaux. Alors, la lecture, ça s'appelle une matrice de gain en théorie des jeux. La lecture d'une matrice de gain, c'est la suivante. Je suis Jules. Je me dis, je dois faire un choix. Vous vous rappelez, feuille, papier, pierre, bidule, Shifumi, là, tchouk, 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 mou, 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 tac, tac, blablabla. Je me dis, si je dénonce, il y a 2 possibilités. Soit Octave me dénonce, soit il ne me dénonce pas. Si je dénonce, si Octave me dénonce, je fais... Non, pardon, je suis en train de faire n'importe quoi. Jules se dit, soit je dénonce, soit Octave dénonce. Si Octave me dénonce, j'ai le choix entre dénoncer, je fais 12 ans de prison, ou ne pas dénoncer, je fais 20 ans de prison. Il vaut mieux faire 12 ans de prison que 20 ans. D'accord. Soit Octave ne me dénonce pas, j'ai le choix entre dénoncer, je sors tout de suite, soit ne pas dénoncer, je fais 1 an de prison. Donc j'ai intérêt à dénoncer. D'accord. Ensuite, je suis Octave, et je me dis, qu'est-ce qui se passe si Jules me dénonce? Donc ça, la premier chiffre, c'est les gains de Jules, enfin les gains, les années de prison, et le deuxième, c'est ceux d'Octave. Octave se dit, si Jules me dénonce, je le dénonce, je vais en prison pour 12 mois, ou 12 jours, ou 12 années, ou 12 siècles, on s'en fiche. Ou alors, je ne dénonce pas et je vais en prison pour 20 ans. Donc, il vaut mieux le dénoncer. S'il ne me dénonce pas, si moi je le dénonce, je sors tout de suite. Si je ne le dénonce pas non plus, je fais 1 an de prison. Donc, dans les 2 cas, les 2 ont intérêt à dénoncer. Il est évident que dénoncer, ils vont aller en prison pour 12 ans, alors que ce qu'on appelle un optimum de Pareto, mais je vous passe ça, c'est uniquement, je m'adresse aux 2 petites G, de Pareto, Vilfredo Pareto, voilà. Grand truc comme ça, qui a quand même terminé député fasciste, mais bon, c'est une autre histoire. Donc, il vaut mieux faire 1 an de prison, 1 mois, 1 jour, on s'en fiche, que 12 ans, mais la logique de la théorie des jeux
fait qu'ils vont être, dénonce des noms. Donc, le dilemme du prisonnier, c'est ça. C'est si je raisonne, même en faisant intervenir l'autre joueur, si je raisonne dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle les jeux non coopératifs. Si je raisonne dans ce cadre-là, je provoque la pire des solutions. Si on était dans un jeu coopératif, là, je pourrais me dire, a priori, Octave, on était à l'école ensemble, on a dragué les mêmes nanas, on est potes, on s'est saoulé la gueule ensemble, il ne va pas me dénoncer, je ne vais pas le dénoncer, et donc c'est beaucoup mieux d'avoir -1, -1. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, vous avez déjà posé, il faut d'abord voir s'il y a quelqu'un d'autre. Il est où le micro? Je pensais que je ferais une matrice de gain devant des artistes. Tout arrive dans la vie. Est-ce que vous pouvez parler quelques phrases par rapport à la valeur d'art? En fait, en ce moment-là, dans le marché d'art, le prix est vraiment haut et la spéculation est toujours là. Et peu importe l'artiste font quoi, font n'importe quoi, mais le prix de l'œuvre, il est toujours cher. Enfin, ça dépend. Il y a toujours un prix pour une œuvre, en fait. Et est-ce que vous pouvez parler quelques phrases? Il y a des artistes fauchés quand même. Il y a même la mère d'un artiste et ça coûte de l'argent, en fait. Du coup... Il faut se tourner vers des... Vous avez fait de la finance quand vous étiez petite, les petites gestionnaires ou pas? Ouais. Non. Bon. En gros, c'est la même chose qu'un bien. Il y a plusieurs types de marchés d'art. Mais de toute façon, c'est un marché où on ne peut pas appliquer l'idée d'un coût de production qui s'applique de moins en moins. Au 19e siècle, on pouvait dire, voilà, ça m'a coûté tant, j'ai dû payer quelqu'un pendant une journée, je fabrique des caramels mous. Ça se fait avec de l'eau, du sucre, une casserole et des étudiants qu'on salarie, qu'on paye. D'accord? Donc, je prends 3 étudiants. Je prends 3 casseroles, je prends tant de sucre, tant d'eau et je paye de l'électricité. Enfin, un truc pour chauffer. Et je suppose que le caramel mou, j'ai jamais fait de caramel. Il sera dur d'ailleurs dans ce cas-là, peu importe. Il faut de la crème, je pense, pour qu'il soit mou. J'ai quoi? Ça va me coûter tant. C'est-à-dire que je vais payer mes 3 étudiants, j'ai bien les payer. Babysitting, c'est quoi en ce moment l'heure? 20 euros? 15? 15. Donc, je les fais travailler 10 heures, 150 euros. Plouf, 3, 450 euros. Ensuite, j'achète plein de sucre, 100 euros. Ensuite, je mets de la bonne eau, donc j'achète de l'eau, 50 euros. Ensuite, je paye mon électricité, blablabla. J'ai un coût de production, ça me coûte tant de fabriquer mes caramels. Et donc, à un moment donné, plus le papier pour les envelopper, plus blablabla. Enfin bon, coût de production, 500 euros. Donc, il faut que je les vende au moins 500 euros. Et si je veux me payer et faire un peu un profit, je vais essayer de les vendre pour 1000 euros. D'accord? Ça, c'est assez facile. Maintenant, quand on est artiste, on ne dit pas « ça m'a coûté tant pour mon cadre, et tant de peinture, et tant de pinceaux, et tant de térébenthine, et tant parce que mon amoureux ou mon amoureuse m'a plaqué parce que j'ai passé une semaine à ne pas lui adresser la parole parce que j'étais plongée dans ma toile, etc., etc. » Donc, ce sont des biens qui sont beaucoup plus... c'est comme les biens financiers. Ce sont des produits qui n'ont pas de... Il y a de l'offre et de la demande, certes, mais l'offre, elle est complètement construite. Il y avait un joli... Le film est totalement mal foutu. Il y avait un film de 2 femmes journalistes qui s'appellent Catherine et Marianne Lamour, qui s'appelait « La ruée vers l'art ». Mot d'ordre sur la ruée vers l'or. Jeu de mots sur la ruée vers l'or. Et donc, la ruée vers l'art, elle montrait notamment la salle hurler de rire parce qu'elle montrait des horreurs totales, mais des horreurs ridicules qui se vendaient des fortunes. Pourquoi? Parce que Gagosian, parce que telle ou telle grande galerie avait décidé, mais on a tous des exemples, je ne veux pas en citer parce que je ne connais pas vos goûts artistiques et je ne veux pas que vous me détestiez, je préfère être aimé que détesté. Et donc, je ne vais pas citer, mais il y a un certain nombre d'artistes contemporains dont on se dit que ça a l'air assez surévalué. Mais pourquoi? Parce que c'est un marché très spéculatif, c'est un marché très particulier. Donc, on ne peut pas fonctionner au coût de production.
Mozart, on ne peut pas dire, voilà, il a passé tant d'heures à écrire son truc, donc il faut qu'il soit rémunéré. La question des droits d'auteur, c'est pour ça que la position de Walras était intéressante. C'est un bien collectif, il faut rémunérer l'auteur, donc il faut une convention. Par rapport à votre exemple, c'est voilà, il faut une convention et effectivement, on va le payer plus que le type qui vend des fruits sur le marché. On va payer Donatello plus que le type qui vend des fruits sur le marché. Ça va se négocier. Et puis ensuite, ça reste du domaine du bien collectif ou du bien commun. Mais c'est très compliqué. Regardez, je ne sais pas quoi, l'origine du monde a été chez Lacan. Enfin, d'abord a été chez un... Au départ, elle a été vendue à qui ? Ça, comme ça, mais je veux dire, l'origine du monde était cachée derrière un rideau chez Jacques Lacan pendant des années avant de se retrouver au musée d'Orsay. Donc, la question, c'est effectivement le statut. C'est pour ça que ce n'est pas un cours d'économie, et ça, c'est une décision politique, enfin politique au sens la gestion de la vie dans la cité. Le statut d'une œuvre d'art, c'est quoi ? Comment ça s'achète, comment ça se vend ? Est-ce qu'il faut que ça s'achète et que ça se vende ? On pourrait imaginer aussi le système socialiste qui n'a pas beaucoup fonctionné quand même en Union soviétique, où on payait les gens au mois. On fait ça pour certains médecins dans certains pays, on leur donne une certaine somme au mois et on leur dit de travailler. C'est pas toujours très productif, ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Je veux dire, il y a quelque chose... Moi, je ne veux pas apporter des réponses, je veux simplement soulever des questions. Je voudrais que vous vous posiez à un moment donné comme artiste, futur artiste déjà, bébé artiste, je ne sais pas comment vous vous appelez, vous intitulez, je voudrais que vous vous posiez ces questions sur est-ce que ce que je fais, c'est seulement mon œuvre, quel est son statut social ? Quand on discute, moi quand je discute avec des artistes, vieux ou jeunes d'ailleurs, sur les droits d'auteur, ils disent c'est mon œuvre, donc c'est moi qui le vends, c'est moi qui récupère, c'est moi. Et on leur dit, mais attends mon coco, il y a des reproductions partout. Il y avait un joli roman de... C'est comment s'appelle le type qui avait fait les chansons de Jeanne Moreau ? Rezvani, Cyril Bassiac, c'était Rezvani, qui a fait un truc sur justement le fait qu'à un moment donné, on détruisait toutes les œuvres dans les musées parce qu'il n'y avait que des reproductions qui circulent. Et on disait, on n'a plus besoin des œuvres, on a la matrice. Qu'est-ce que vous allez fabriquer ? Parce qu'un marché, c'est aussi une forme de reconnaissance sociale dans nos sociétés. Il y avait un très joli économiste anglais à la fin du 19e siècle, qui s'appelle Alfred Marshall, vous connaissez, qui a une note de bas de page dans les principes d'économie politique. Et il dit, voilà, moi, tout mon truc, je le fais à partir du fait que dans nos sociétés, c'est l'argent qui est la mesure d'une sorte de valeur sociale. Si j'avais été de l'autre côté de la Méditerranée, on était au 19e siècle, donc s'il avait été dans le Maghreb ou le Macrec, ça aurait été l'honneur. Donc j'aurais fait une économie de l'honneur. C'est-à-dire que l'argent, dans nos sociétés, c'est aussi une évaluation, ça dit quelque chose sur les relations entre les individus. On peut le regretter, on peut je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et les œuvres d'art, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut prendre un peu de recul en disant qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est une marchandise ? Est-ce que ça vaut quelque chose ? C'est très compliqué. Et puis, on voit très bien quand on regarde le marché de l'art, quand on regarde c'est la même chose pour la littérature ou je ne sais pas quoi, mais sauf que là, il y a des vrais prix. Quand on regarde les œuvres qui valaient extrêmement cher il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans, et qui valent plus grand-chose maintenant, c'est intéressant. Dans les œuvres qui se vendent très cher aujourd'hui, peut-être que dans 30 ans, ça ne vaudra rien. Donc la question du statut social d'une œuvre, alors c'est facile pour des œuvres d'art. Pour une performance, c'est encore plus compliqué. Tout ce qui est art vivant, le statut social du contrute de la Reine de la Nuit, qui paraît-il est raté dans la mise en scène par Clapiche de la Flûte enchantée, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, je veux dire, le statut social, on rate ou pas une performance, comment on évalue ? À la fac, on dit, ça ne vaut que 12, c'est une évaluation. Mais dans une salle de théâtre, on fait quoi ? On jette des tomates. Donc,
il faut simplement que vous réfléchissiez à cet objet bizarre que vous allez produire. Si vous êtes embauché par une entreprise qui vous dit vous faites des petits trous dans du carton, voilà, vous savez que vous faites des petits trous et qu'à la fin, vous touchez 1 000 € par mois. Pas beaucoup plus pour faire des petits trous dans les cartons, sauf à l'époque de l'informatique au début où c'était très compliqué. Mais là, vous allez faire un bien social. Vous n'allez pas seulement faire des biens privés. Vous n'allez pas que les garder. Vous allez les exposer. Vous allez les montrer. Et éventuellement, vous allez en vivre, donc les vendre. Et donc, moi, je ne veux pas apporter de réponse. Je veux simplement que vous disiez peut-être que c'est un objet compliqué. Parce que c'est un peu social, c'est un peu privé, c'est un peu spéculatif, c'est un peu beaucoup de choses, le marché de l'art. Prenez la photo, par exemple. Encore une fois, j'étais à Paris Photo il y a quelques jours, parce que ça a duré 3 jours la semaine dernière. Il y a un marché formidable maintenant pour les photos du 19e siècle, qui valent très très cher. Et moi, j'ai discuté avec le grand spécialiste anglais des photos du 19e siècle, et qui disait que quand il a commencé, il trouvait ça dans les vides-greniers pour 50 centimes. Enfin, je veux dire, ça ne coûtait rien du tout. Et peu à peu, il en a fait des objets de collection, il en a fait l'histoire, etc. Je veux dire, ce sont des biens spéculatifs. Merci, Annie Lou Cotte. Merci à vous. On pourrait rester et parler toute la nuit ici, mais on va aller manger, on va continuer. Et je vous invite à lire Annie Lou Cotte, donc ses écrits, ses livres, ses conférences en ligne ou pas en ligne. Allez la voir et aussi approfondir la question qu'elle vient de vous poser pour clore cette conférence. Merci et à la semaine prochaine.